Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop Poverty. Oxen Fanchan. Stop armoede. Amanya Huachakai Kachunchu. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like family. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise un mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop poverty! Stop poverty! Très bien, alors vous m'arrêtez pas après, hein. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Tout à l'heure, on a visité une famille qui est tout en bas de l'immeuble, presque comme dans un sous-sol. Et c'est une maman qui est là avec 5 enfants. Et elle nous disait, nous on habite là, dans un lieu, elle nous montrait, il n'y a aucune fenêtre. Le seul endroit où peut venir un peu la lumière, c'est la porte. Et elle dit très souvent, parce que les voisins me critiquent en disant vos enfants font trop de bruit, je suis obligé même de fermer la porte. Et puis on est là-dedans, entassés, et puis ça sent mauvais. Et quand j'ouvre la porte, les gens qui passent font des remarques en disant ça sent mauvais chez vous, fermez la porte. Et à la fois, ils sont ouverts vers le monde et dans ces mêmes immeubles, en bas, des familles qui vivent dans un enfermement très douloureux. Oui, il est là-bas. Ça, il est à côté, non? Chandra. On me fait toujours peur. Qu'il y a des gosses comme ça qui, dès le point de départ, entrent dans un circuit de violence, dans un circuit d'injustice. C'est vrai, on vivait beaucoup d'injustices. T'en es témoin quand même pour un certain nombre, mais beaucoup d'injustices. Et c'est vrai que ce mouvement-là, à cause des gens qui venaient s'installer là, toi, c'était d'un seul coup, c'était... Je le dis un peu simplement, mais c'est vrai que c'était ça. C'était de dire, mais c'est pas des animateurs comme les autres. Aussi, ce moment-là, quand tu m'as écouté, c'était la toute première fois que quelqu'un m'écoute, moi. Même juste avant, la maître me disait, il ne faut pas venir. Vous n'avez rien à dire, moi je ne veux pas vous écouter, il ne faut pas venir. Et toi, tu es là, tu m'écoutes. Ça, personne n'a fait. Même quand j'étais petite, je parlais aux religieuses. Je voulais aller à l'école, je leur disais. Mais rien. Rien bougeait, rien. Personne m'écoutait. Alors je me dis, mais comment ça se fait que toi, tu m'écoutes? Comment ça se fait?
Tu m'as écouté, pourtant je parlais comme un ruisseau, tout sortait vraiment de... Oui, aussi de rage. J'étais aussi vraiment... Parce que ça m'est arrivé, maintenant à l'enfant, non. Déjà ma mère n'a pas eu d'école, moi j'ai pas eu d'école. Maintenant quand la fille n'a pas d'école, non, ça s'arrête. Mais si tu as personne qui t'aide, ben, tu es perdu. Tu es vraiment perdu, tu ne peux rien faire. Et tu perds tes enfants avec ça. Quand j'étais enfant, quand j'étais en Basse-Ville, et puis que mes parents, ils n'étaient pas toujours à la maison, on était abandonnés, que si d'autres gens nous voyaient, ils nous lançaient des pierres, ils nous traitaient de vanniers, de moins que rien. Ta famille, elle vaut rien. Voilà, hein, je dirais, c'est comme si les autres, ils avaient peur de nous rencontrer parce qu'on n'est pas comme eux, quoi. Hein, c'est ça aussi, la peur du pauvre. Hein. Ça existe. Hein. La peur du pauvre, t'as qu'à aller au Chili ou bien au Mexique, dans ces favelas. Hein, je veux dire, t'as une connaissance de ça. Je veux dire que les pauvres doivent se cacher. Parce que les autres, ils ont peur d'eux. Alors, ce qui fait qu'il y a un immense fossé qui se creuse. Et puis, si on laisse ce fossé s'agrandir, on risque d'arriver dans l'extrême. It's very important to be able to say that poverty is an act of violence against the poor. Il est très important d'affirmer que la pauvreté est un acte de violence contre les pauvres. Beaucoup de personnes ne l'acceptent pas, ne la considèrent pas comme telle. Pourtant, là où le droit d'une personne à mener une vie normale est bafoué, une violation est commise. Et cela crée un cycle de violence dans lequel cette personne vit. On ne lui reconnaît aucune valeur. Et cela est une violation de ses droits fondamentaux. They are made to feel less than human, less than valued. Cette personne n'a pas l'impression d'être humaine. Elle pense qu'elle ne vaut rien. Et cela crée en elle un sentiment de colère qui peut s'exprimer dans son rapport aux autres ou à elle-même, ou dans son comportement vis-à-vis du système dans lequel elle évolue. And then that's often reported, it's often documented. Cela se retourne souvent contre elle et on peut entendre « Vous voyez, ces gens sont dangereux, ils ne sont pas comme nous ». Et le cycle de colère, de fureur et de rejet envers les pauvres recommence. La plupart des idées reçues qui circulent sur les pauvres, sur ce qu'ils font, sur leur manière de vivre, résultent de cette réaction de rejet. La seule façon de découvrir qui ils sont réellement, au-delà de l'image véhiculée dans les journaux et à la télévision, est d'aller à leur rencontre et de leur parler. Il est très important que les personnes qui vivent dans la pauvreté aient la possibilité de montrer le meilleur d'elles-mêmes, de montrer ce dont elles sont capables et la contribution qu'elles peuvent apporter. Sinon, l'image que l'on véhicule d'elles est toujours négative et les propos tenus à leur sujet entretiennent le mythe qu'elles ne sont pas des êtres humains à part entière. Quand on donne aux gens la possibilité de montrer le meilleur d'eux-mêmes, ils évoluent, ils progressent et ils révèlent les talents qu'ils recèlent. Ils saisissent les occasions qui leur sont données d'acquérir de nouvelles compétences et cela leur redonne un sentiment de dignité qu'ils n'auraient pas eu autrement. Bonjour, je m'appelle Yvette Bélanger, je viens de l'Abitibi.
Je suis la 7e d'une famille de 13 enfants. Les gens croyaient pas que j'étais pauvre parce que chez nous, c'était propre. Ça sentait bon. Vu que j'ai vécu d'une famille où c'était pas ça, moi, j'ai dit ça va être le contraire. Puis là, j'étais fière parce que le père José disait, quand tu vas défendre quelque chose, tu y vas la tête haute. Tu pleures la tête haute. On n'avait pas commandé la pauvreté, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas cherché parce qu'on se divorçait, parce que ça allait pas bien. Fait qu'à quelque part, on allait chercher des familles de courage qu'on dit, des familles qui nous interpellaient, mais qu'on n'osait pas des fois aller parler, parce que on ne savait pas ce que... Ils ne voulaient pas qu'on rentre chez eux, ils ne voulaient pas rien de ça. Fait qu'à ce moment-là, moi j'ai décidé d'ouvrir ma porte. J'accueillais ces familles-là chez nous, de dénoncer des situations d'injustice, mais pacifiques. Ça, c'était une force pour moi parce que moi, j'étais une femme révoltée. Moi, c'était coup pour coup, tout ça. Fait que de continuer à regarder les gens, à les saluer, même si je ne les connaissais pas, pour moi, ça a été un plus. Et c'est comme ça qu'on a gagné des gens à amener à notre groupe. Il y en a qui partent, qui ne sont pas capables de faire face à cette misère-là, qui entendent. Il y en a d'autres qui restent. Il y en a d'autres qui grandissent avec nous autres. Le mouvement, pour moi, c'est comme une famille. Une vraie famille. Pas de sang, mais une vraie famille. Souvent, la famille de sang n'est pas là pour nous autres. C'est dommage à dire, mais c'est vrai. Ce que j'ai dans le cœur, c'est des familles au cœur, vraiment. Puis c'est de continuer à avancer dans la mesure de ce que je peux faire, de mon possible. Mais je sais qu'on est des femmes de courage maintenant. Je sais qu'on est des gens qui, peu importe ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, des gens avec une intelligence. Fait que je peux pas réagir, mais c'est pacifique. Puis pour moi, c'est un plus dans ma vie. I've known the Fourth World Movement for seems like most of my life. When the Fourth World Movement did come around, it really gave us something to do in a place that there was pretty much nothing to do but watch the drugs being sold or fights, watching people drinking and carrying on, which I was also one of. It's like the devil's workshop sometimes, until you find something positive to do. That was in the year 2000, with my first International Day when I was helping to organize, and I met people from the movement. That first International Day was an eye-opener, because with the UN, mostly you have quite formal meetings and events. And that time, when we have the testimonies, I think the testimonies are very powerful. That sort of gave me an insight into the kind of things that the ATD Fourth World was doing. I used to be more active as far as street library and participating in that role of working with the children. But right now, I have another role that seems just as important, and it's more political. It seems like they're involving the whole movement more in a political aspect by this next step with trying to, I think it's moving to getting a seat in the decision-making policy. And I'm just feeling grateful to be a part of whatever it's going to be. When I look at the kinds of sacrifices and the work that's been done by active members in the ATD Fourth World Movement, and I feel very humble because it's a very small contribution that I'm making. Very often we come with preconceived ideas, especially if you're an academic. You have some preconceived ideas that you know the solution, you work very hard to find a solution. And some of these, when you listen to Voices of the Poor, what you listen is a very different point of view. And some things which appear very obvious, unless you listen very carefully, you don't catch the point that they're trying to make. I'm a community activist in my area,
And from everything I saw from everybody on the panel, you bring into the youths something that they need. Because everybody always has a testimony, whether they know it or not, whether they say it or not. So I had been given the privilege of reading a testimony at the United Nations, and it was just very empowering because these are people's lives, things that happen in people's lives that live in poverty, and to just be the speaker is like, is this really me? And it's just uplifting, just being there and able to share and having people of importance listening to you, listening to your words coming out, somebody's testimony, somebody's real live testimony, like a feeling that you can't necessarily totally explain, but that you feel overwhelming completion. Just continue to go on and grow. I think the 80th Fourth World Movement was quite strong in pushing the UN ahead with the idea of giving voice to people during on the day. In the position that I'm in right now, I have the opportunity to bring some of these ideas about the importance of participation, the importance of taking into account the contributions of people outside the UN to the whole process of reducing poverty and poverty eradication. And it's important for everyone is the recognition of the right of everyone to have voice, and also the dignity. I think we tend to lose sight of that everybody has dignity, regardless of whether they're rich or poor, they have the same right. All of this is helping to feed the energy in the fight, you know, and helping to show you some more ways that you can do things in a positive nature. And we say that it shouldn't be just one day that's a poverty day. Oh, it's every day. absolutely not. Every single day. That's right. Okay, well, nice meeting you. Today, both Emma and Donald are still very active and committed to overcoming poverty. Donald Lee retired from the United Nations in 2011. In recognition of his long-term commitment to promoting the participation of people in poverty at the United Nations and elsewhere, Donald was invited to be president of the International Committee of October 17th International Day for the Eradication of Poverty. Emma Speaks recently graduated and is employed as an IT engineer. She continues to be actively involved in anti-poverty work in her community and was asked to join the board of directors of the Fourth World Movement, USA. She is relentless in continuing to organize a yearly block party on Montauk Avenue, East New York. Ending poverty in all its forms means making it possible for every person to feel that his inalienable human rights are respected and his dignity recognized. Je pense que c'est essentiel de faire ressortir que ce qui est important pour les pauvres et pour les plus pauvres, ce n'est pas l'absence de ressources seulement. Ce qui est plus important, c'est la dignité, c'est le respect que les pauvres attendent d'eux. C'est un changement de regard des gens sur les plus pauvres. Je ne dirais pas que je viens d'une famille aussi pauvre que celle de Père Joseph Rezinski, mais je ne viens pas d'une famille riche. Je peux même dire qu'on a connu une certaine forme de pauvreté quand j'étais enfant. Personnellement, je dois quelque chose à toutes ces familles qui habitaient autour de moi dans cette banlieue port-louisienne. Et un des moyens de combattre était de travailler d'abord dans les mouvements de jeunesse, ce que j'ai fait pour faire prendre conscience aux jeunes des possibilités qu'ils ont. Et ensuite, graduellement, j'ai constaté que si on voulait un vrai changement, il faudrait passer par la politique. Et en tant que politique, dit-on, j'ai essayé de changer les choses.
je suis originaire de France et j'ai rencontré le mouvement, j'étais une jeune fille à l'époque. Donc ça fait maintenant plus de 40 et quelques années que j'ai rencontré ce mouvement. Je crois que ce qui m'a permis de rencontrer le mouvement, je envie de dire avant tout, c'est la rencontre avec le Père Joseph Brzezinski. En fait, j'ai rencontré le volontariat avant de rencontrer le Père Joseph, mais sans vraiment prendre conscience vraiment de ce qu'était le mouvement. Et puis en 1973, premier rassemblement de jeunes, les volontaires de la cité où j'habitais me proposent d'aller à ce rassemblement. Donc on est 300 jeunes venant de toutes les cités de France, réunis sous un chapiteau. D'abord grande découverte, première fois que je quittais la cité, que je découvre plein d'autres jeunes qui viennent de partout, qui sont en fait les mêmes que moi. Donc c'était génial parce qu'on avait nous le sentiment dans notre quartier d'être les seuls à vivre un peu à l'écart de tous, et là on découvre que plein d'autres jeunes en France vivent la même chose. Donc on fait connaissance ensemble et 2-3 jours après le début de ce temps de rassemblement de jeunes, en après-midi, sous un chapiteau, j'étais collée à la bâche à l'extérieur, sous cette grande tente. Je vois un bonhomme qui monte sur l'estrade et qui se met à s'adresser à nous, vous les jeunes, et en fait je découvre là que c'est ce fameux Père Joseph qui est là devant nous. Et pour moi j'ai halluciné parce que d'abord je ne pensais pas que c'était un curé, cet homme. Il avait une énergie et une force incroyable, alors que moi à l'époque j'avais 17 ans. Pour moi c'était un vieux qui était sur l'estrade. Enfin, il avait 40 et quelques années peut-être, donc c'est pas rien de dire ça aujourd'hui. Mais j'étais impressionnée par la force qu'il avait. Et ce qui a été vraiment pour moi, ce qui m'a touchée au plus profond, c'est l'énergie avec laquelle il a dit les choses. Et aussi parce qu'en fait, tout ce qui sortait de lui ce jour-là, en termes de paroles, c'était exactement ce qu'on, et moi, mais aussi les autres jeunes qui étaient à côté de moi, parce qu'on était tous d'accord, c'est exactement ce qu'on pensait, mais qu'on ne s'autorisait pas à dire. On pensait profondément qu'on n'était pas des fainéants. On pensait profondément qu'on était des gens bien. On pensait profondément qu'on pouvait sortir de la misère. On pensait profondément que nos parents étaient des gens bien. On pensait profondément que notre avenir, c'était pas forcément être des voyous, etc. Sauf que personne nous avait donné l'occasion d'oser se mettre en face de ça et d'oser le dire. En fait, tout ce que le Père Joseph disait, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, intimement on en était convaincus, mais comme en face de nous, on a toujours trouvé des gens qui nous ont réduits à tout ça, on n'osait plus y penser. Et ce jour-là, c'était une révélation, quoi. Il a osé le crier pour nous, à la face. Pour moi, c'était comme s'il criait à la face du monde, sous ce chapiteau-là. C'est comme si le Père Joseph, ce jour-là, il a crié à la face du monde qu'on était des jeunes formidables. Et je me suis dit, si lui, il a ce culot-là, ce toupet-là, on ne peut pas le laisser tout seul. Et on va y aller, on va le suivre, quoi. Et je ne l'ai jamais perdu de vue après, quoi. Ça a été, ça reste pour moi un moteur essentiel dans ma trajectoire. Et c'est pour ça aussi que je prends tellement de plaisir. Je veux dire, il reste tellement d'actualité qu'il faut aussi que cette génération qui ne l'ont pas rencontré le rencontre, le connaisse. Et moi, je me sens en tous les cas héritière de ça. Je veux dire, je suis intimement convaincue qu'il m'a emmené et qu'il peut continuer à emmener d'autres jeunes. Et voilà. Pour moi, ça c'est ça. Ça c'est mon histoire. Et aujourd'hui, après toutes ces années, je dis un peu plus de 40 ans de chemin dans ce mouvement, avec des hauts et des bas, parce que c'est jamais une ligne droite, c'est jamais facile. Je veux dire, je viens de ce monde de la misère. Donc voilà, c'est jamais gagné pour toujours. Ce qui a été gagné pour toujours, c'est le fait qu'on ait offert ce mouvement, le Père Joseph a offert ce mouvement, et la disponibilité
Et le fait de pouvoir me retrouver sur ce chemin toutes ces années avec des volontaires qui sont pour moi une référence, et aussi des alliés. Voilà, en fait, c'est ça. C'est le mouvement que le Père Joseph nous a offert et a voulu pour nous. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là et que aujourd'hui, là, depuis une petite année, j'ai rejoint l'équipe de la délégation générale. Moi, je vis comme une chance le fait que ce mouvement soit un mouvement au niveau du monde, en fait. C'est très ingénieux, c'est encore un coup du Père Joseph, d'avoir voulu ouvrir ce mouvement, sortir de France et aller vers un ailleurs. Mais c'est une telle chance, parce que moi qui ai eu l'occasion justement d'aller un petit peu aussi en Afrique, dans l'océan Indien, rencontrer les miens, de l'autre côté des océans, je suis impressionnée comme en fait on se reconnaît tout de suite. On se reconnaît tout de suite et que tout ce qui est dit sur nos différences, en fait, elles tombent. En fait, on est en capacité de faire tomber des tas de barrières quand on permet au peuple de se rencontrer. En dehors des questions de religion, d'ethnie, de nationalité, etc. En fait, on est d'un même peuple. Et ça, je trouve que ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et que pour moi, ça aussi, c'est une chance, parce que tout est fait pour nous diviser. Et ce mouvement, pour moi, c'est une chance supplémentaire et un horizon supplémentaire, quoi. C'est ça, moi, je le vis et je continue à le vivre comme une chance incroyable de pouvoir me reconnaître dans la vie et dans les espoirs d'Alexandre au Burkina, qui a une vie très dure, mais c'est mon frère. Et ça, pour moi, c'est puissant, ça, qu'on ait cette chance-là de se reconnaître et ça nous donne, enfin moi, ça me donne beaucoup de force de savoir que, mais ça donne des forces à tout le monde. Je dis moi, mais en fait c'est idiot, ça donne des forces à tout le monde. Moi, je suis à chaque fois bouleversée parce que moi, on nous a toujours dépeint le monde à travers nos différences culturelles, ou je sais pas quoi, éducatives et tout ce que tu veux. Mais en fait, on a quelque chose c'est universel, je veux dire, cette envie qu'ont partout les gens d'en finir avec cette misère, parce que c'est trop dur et qu'on en crève, je veux dire, c'est universel. Et peu importe ce qui se vit dans un pays ou un autre, on a des points communs, et ces points communs nous donnent des forces incroyables, et on se reconnaît les uns les autres, et nous, pour le coup, on arrive à se bâtir à partir justement de ce commun, qui est que, pour tout le monde, c'est insupportable d'être réduit à la misère, à l'humiliation, à compter pour personne et pour rien, à vivre à côté des autres tout le temps. Ça, c'est partout, c'est dans tous les pays, en France et ailleurs. Partout, c'est comme ça. Et partout, on a ces mêmes aspirations, que tout ça cesse, que tout ça s'arrête. Donc ça, oui, ça pour moi, c'est quelque chose de fort. Je veux dire, les aspirations sont les mêmes, je veux dire, qu'ils soient ici ou ailleurs. Les gens ont tous envie d'en finir avec la misère, que leurs enfants soient avec eux, qu'ils puissent vivre en famille, qu'ils réussissent à l'école, je veux dire, c'est pas... Mais ce qui me bouleverse, c'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on réclame partout à travers le monde dans ces misères? Rien d'autre que de vivre. Rien d'autre que de sortir de cette survie liée à la misère. En fait, les gens ne demandent rien d'autre que ça. Les gens ne demandent pas à devenir je ne sais quoi. Il n'y a aucun rêve, parce que c'est pas un rêve, aucune de ces aspirations n'est pas réalisable. Parce qu'ils ne demandent rien de plus que d'avoir une vie normale, qui est celle de pouvoir manger à sa faim, d'être dans un logement décent, pouvoir envoyer les enfants à l'école,
et qu'on considère leurs enfants, etc. En fait, qu'est-ce qu'on demande d'extraordinaire? Rien. C'est difficile de... Pour moi, c'est quand même compliqué de se dire qu'au fond, les gens partout dans le monde ne demandent rien de plus que ça. Est-ce que c'est anormal, alors que ça l'est pour tout le monde, que des gens en situation de pauvreté veuillent que leurs enfants réussissent à l'école? Et ça, c'est vrai ici, c'est vrai au Burkina, c'est vrai en Centrafrique, c'est vrai au Sénégal, c'est vrai en Asie, c'est vrai dans l'océan Indien, c'est vrai partout. Et est-ce que ça, c'est extraordinaire? C'est juste normal, non? Pour n'importe quel parent, c'est normal. Et on n'arrive pas à ce que ce soit possible pour certains. C'est quand même quelque chose, quoi. Enfin voilà, tout est comme ça tout le temps. C'est pour ça que je pense beaucoup à la responsabilité de chacun. Quand tu sais ce qui te fait grandir toi, comment est-ce qu'on ne peut pas le vouloir pour l'autre? Et penser que si l'autre n'y arrive pas, c'est parce qu'il n'en a pas envie. Comment on peut penser des choses comme ça? Je m'appelle Isabelle Pipard-Perrin et j'ai rejoint ATD Quart Monde en 1979 à Bruxelles, en Belgique, mon pays, où j'ai découvert des familles qui avaient une vie que je n'imaginais pas, et une vie très difficile et à la fois beaucoup de courage. Et j'ai découvert en particulier le mouvement à travers l'Université populaire, qui était un lieu de rencontre de familles qui ont une vie, de personnes qui ont une vie très difficile et d'autres citoyens qui pensent, qui réfléchissent ensemble. Et en découvrant ces personnes, je me suis dit, mais moi je peux aussi en être. Et voilà, et c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre ce mouvement. Et depuis plusieurs années maintenant, je fais partie de l'équipe de la délégation générale. Je suis déléguée générale d'ATD Quart Monde. Et dans cette responsabilité-là, j'ai la grande chance de pouvoir rencontrer les membres du mouvement à travers le monde, les membres d'ATD Quart Monde, et de découvrir aussi la profondeur et la force de leur engagement. En général, c'est faire partie d'une équipe où on se soutient beaucoup et où on est ensemble une petite équipe qui est nommée pour un temps pour soutenir la marche du mouvement à travers le monde. Être déléguée générale, je le vis vraiment comme une chance de vibrer aux engagements des autres à travers le monde. Quand on parle de prendre la parole, je pense à un père de famille de Grande-Bretagne qui nous avait raconté comment un jour, alors qu'il commençait une nouvelle relation avec un professionnel qu'il devait aller rencontrer pour obtenir un soutien, celui-ci, alors qu'il voulait dire un peu qui il était, celui-ci lui avait dit « c'est bon comme ça, je sais qui vous êtes, j'ai votre dossier ». Et je me disais, au fond, c'est une grande souffrance de rencontrer en permanence des gens qui croient savoir tout et aussi qui croient savoir qui vous êtes. Et je pense pour moi que le mouvement est vraiment un espace où on peut bâtir des conditions pour pouvoir dire vraiment en profondeur chacun qui on est. Et ça, je pense que ça fait partie des gestes que tous on peut avoir, c'est de créer des rencontres où les autres peuvent vraiment exprimer qui ils sont. Et dans cette question aussi de prendre la parole, je pense au silence de Donia Maria, qui est une mère de famille dans un pays, dans un quartier très pauvre d'un pays d'Amérique centrale, et qui, lors d'une rencontre avec des membres d'ATD Quart Monde, tout d'un coup nous a dit « En fait, moi, ce qui me fait vraiment souffrir, c'est qu'à cause de la misère, ma fille a quitté la maison et je ne sais pas où elle est. Et j'ai terriblement honte, parce que j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour mes enfants et je n'ai pas fait assez. Et ma fille n'en pouvait plus de notre vie et elle est partie. Et elle disait, je n'ose plus rencontrer mes voisins. Je n'ose pas, j'ai peur qu'on me pose des questions, j'ai terriblement honte. Elle dit, mais ici, je peux exprimer ce que je vis, parce que ensemble, on se respecte, on s'écoute, et que avec ce qu'on se dit les uns et les autres, on essaye aussi de faire changer la vie autour de nous. Et quand je pense à Donia Maria, je me dis qu'on a une responsabilité tous à continuer à aller rejoindre ceux qui se cachent, ceux qui ont honte, ceux qui n'osent pas encore prendre la parole, ceux qui ont peur
qu'on se moque aussi de ce qu'ils vivent, et que ça c'est vraiment notre responsabilité. Le père Joseph Wresinski, il a mis des années pour permettre à toute une population de commencer à sortir du silence, à oser dire ce qu'elle vivait, à oser dire les injustices qu'elle vivait, à oser dire la violence qu'elle vivait à cause de la misère, et à pouvoir le dire, à ce que ça entraîne d'autres qui entendaient ça à les rejoindre. Mais il y en a toujours aujourd'hui qui continuent à se taire, et on a vraiment la mission de continuer à aller les rejoindre pour qu'eux aussi puissent sortir du silence. Good morning everyone, and you're very welcome to today's event. Today is the 17th of October, the UN Day calling for the eradication of poverty. It is also the day when we honour and note the 20th anniversary of Ireland's first national anti-poverty strategy, a strategy that was far more ambitious, and an ambition we must reclaim moving forward for the new National Action Plan on Social Inclusion. To move forward with our ceremony, it's my great pleasure to call on Dublin City's Council, Micheál McDonagh, Lord Mayor of Dublin. Thank you. It's a great pleasure to be here today to mark this special day, the 17th of October, when we focus on the struggle to end and eradicate poverty globally, and of course at home here in Ireland, because everything global starts local. The symbol that you use, the hand to say stop poverty, could also be joined by the clenched fist of solidarity, because we won't end poverty, we won't end the cause of poverty without solidarity, without working together to end injustice and to build a better future. Hello, if anybody has built a boat, could one representative come forward please and stand around the poverty stone? And we're going to start with Anne from Mission Curra, and she said to mention supported by Irish Aid. So Anne will read her little piece, and then we'll pass the microphone around in no particular order. Mission Curra is a faith-led missionary movement, a global movement supported by Irish Aid. We are delighted to be here, and we believe that there are pathways out of poverty, and we thank you. We are from Russian Lusk Educate Together. We've been working really hard to build our boat. Our boat represents Goal 6, clean water and sanitation, and Goal 14, life underwater. All our classes have written down their hopes and wishes on patches, and we have sewn them together to make our sail. We hope to spread our hopes and dreams far and wide to make this a reality. It's a family enterprise. It's life underwater. Life started underwater, and everybody needs water, and it gives food and employment to millions
Okay. Thank you. Moving on. My name is Mark and I'm a recovering drug addict and I'm here with the Kilmoyne House project and we made our boat today and our boat represents poverty. There's a lot of support here today and there's a lot of hope and there's a lot of places out there now in the city that's here to help drug addicts and people in recovery. My name is Val, I'm from the INOU. That is? Yeah? Yeah, hold the mic close there, Val. Thank you. Poverty is like an epidemic affecting every corner of the world. From Delhi to Dublin, it's relentless. Our boat is shaped like a coffin to represent the death of poverty. And its negative net symbolise our hope for a world free of the effects of poverty. The net contains things like hunger, death, depression, hardship, famine and disease, all of which can be directly attributed to poverty. We say death to poverty. Up the flats. My name is Terence Smith. I'm representative of ATD and the cause that I'm looking for is justice. There is no such thing as a problem, there is only solutions. Love, light and peace. Hi, it's Ray from the MIP too. When we were building our boat with the young people, we asked them what they hoped for. And when talking about ending poverty, they went back to the basics, such as they said they hope every kid has a pair of shoes to put on. They hope that every kid could go to school and had a school bag. So that goes right back to the basics and shows that it's the small things that add up, and we hope that our communities can work together and continue to inspire young people as they inspire us to work together to end poverty. Good morning, my name is Silip van Ramid. I'm representing the Migrant Rights Centre in Ireland. It's our organization who our main goal is provide empowerment, justice and rights for all migrants that are living in Ireland. So, with our boat, we would like to express our solidarity with all people who are experiencing social exclusion, mainly migrants, undocumented migrants and fishermen. And we wish to create and express our message to create pathways out of poverty in Ireland and the whole world. If you could pass the microphone across the far side, please. We've just two more. And I think these represent the schools who couldn't get here because of the transport difficulties, etc. Hello, our names are Lucy and James, and we wish to speak on behalf of the schools who could not get here today to launch their global goal boats of hope and express their own hopes for a better and fairer world for everyone. The schools who wanted to but could not come today include Castle Martyr National School, County Cork, Newtown White ETNS, Killala, County Mayo, Greencastle National School, County Donegal, Carna Ross National School, Kells, County Meath, Albriggan and Tyrrellstown ET National Schools, County Dublin, and Master Hospital Primary School, Dublin. They all hope that this event is a success and that children all over the world can play their part in making a fairer world for everyone. And did you know that even a small part of money spent on weapons, including nuclear bombs, could eradicate poverty on our planet? Thank you. Well done. That's on behalf of all the schools around the country. And finally, I think we've one more gentleman. Pass on the mic. How are you? Morning. Thanks for coming out today. My name is Philip. We come from the Northwest Inner City Training and Development Project. We got tried everything about submarines. Everything we tried, so we just wrapped something up with plastic and hopefully it floats. But anyway, my hopes for today was from last night was to turn out today with a bit of that stuff up in the sky, which is nice, you know. So yeah, I think
think that'd be all I'd have to say, you know, Well done. And well done to everybody who has participated in getting a boat ready. Today is the UN's End Poverty Day. It's particularly fitting that we should have this wonderful event today to draw attention to the need to end poverty, but also to the global goals. For me, it's very touching that we have the mini boats prepared and planned by so many groups around the country. We are all setting out on a journey to 2030 together. So the image of the boats, which these wonderful people from different parts of the country have put together, this image is really the most beautiful image you can imagine, that we're all setting out to achieve those goals together worldwide. Thank you very much everybody for coming. I should say that I've rarely been as impressed by the commitment and the passion of ordinary people to implement these goals, and we've just heard each of the groups talking about what brought them to build or to plan a mini boat. That's the kind of spirit we need, not just in Ireland, but all over the world, and I'm confident that with that spirit we will get the goals achieved. Thank you very much. We are one, but we are many, and we come from every land and sea. We share our dream, oh, share our dream, and we sing with one voice. Zion, you are, we are humanity. I am, you are. We are humanity. All at sea, trying to keep afloat, opportunities sail away, trying to get somewhere, navigating through obstacles, trying to keep head above water without sinking, avoiding icebergs, crowd around me, man overboard! We're all overboard! Drifting, carried away by a current, not knowing where we are going, out of control, rudderless, at the mercy of greedy captains and shivering seas. A massive desperation, fighting against the current, sending up flares, hoping to be seen, whistling, hoping to be heard, hoping in a life jacket in case we capsize. No longer a third world, now a third of the world, and growing. Getting weaker, more powerless as we drift. The sense of sharks below, circling, waiting to pick us off. But there is strength in our suffering, there is strength in our numbers, strength in our unity. One voice becomes a mighty roar, raging against this sea of uncertainty. And we are roaring now, it will echo, and we will hear. It's a privilege to speak today, and I'm here from MRCI. I'm a fisherman myself. My name is Kwabena Kelvin Che. As an immigrant, I've really experienced a lot of issues in workplace, in school centers, and social places. I came in with no English, very small English, and today I can really read and write. Well done. Everybody deserves to live with dignity, have a better quality of life, deserves encouragement. But for this group, the stigma that goes with addiction is really, really prevalent in this society. Hello everybody, I'm reading a piece for Lynn and Sandra. This year is a special year. We are writing a book with a group of friends and activists who have experience of hardship.
We wrote this testimony based on what we said in the book. Although we have got homes today, the consequences of our years of homelessness left marks on both us and our families. We think anyone that's been homeless is very brave from being on the streets with their kids for so long. We are worried for all the children and parents who face homelessness. They need homes. But we want to say that rehousing people is not enough. We need long-term support such as education, stability and healthcare. Thank you. Thank you. This text was proclaimed by Simone Veil. Simone Veil is a very important figure in France. She died a few months ago. She was a key woman of recent French history. She was a Holocaust survivor. She was a Ministry of Health. And she was the first female president of the European Parliament. And she now is buried in the Panthéon, which is the memorial hall, the most famous memorial hall that celebrates great figures of our country. And so this is what the text says, and I'll read it in French and you'll hear it as well in other languages. Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis à Paris, place du Trocadéro. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. And the end of the text is right in front of me here. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Joseph Brzezinski. Hello everybody, I'm just going to read from the Stone, the English version. Whenever men and women are condemned to live in poverty, human rights are violated. To come together to ensure that these rights are respected is our solemn duty. Joseph Brzezinski. Agus yn Gymraeg ar Ceitan náisiúnta. Áta be in an airta daine faoi cúing an bhuachtanas sáítar a cearta daine. Tá sé de dulgus salúnta oringe a hacht in ála chéile le cíntú go dúchtar na ceart sin dámh. Just Shani Lamb, who is here, is one of the men who made this stone here happen. So next year we'll celebrate the 10 years of the stone, but you can a second applause for Shani. And now you know that Joseph Brzezinski, who called on us in 1987, had a Polish father and a Polish name, so we are happy to have with us the head of the consulate of the Embassy of Poland, and he will tell us the same call to action in Polish. Hello everybody, so this is the pleasure, so I will write in Polish language. Tam, gdzie ludzie skazani są na życie w nędzy, prawa człowieka są łamane. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem. Thank you. At this stage, folks, we're going to have a minute's silence to mark the day, okay? Thank you all very much for that. But you got to use. I use your own. Oh, use your own, Lord.
Thank you, everybody.